Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité au travail, mais d'une manière un peu différente. On va mettre de côté les idées reçues pour adopter une approche beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup plus efficace. Spontanément, quand on pose cette question, les premières réponses, c'est souvent le casque, les gants de sécurité, peut-être une bonne formation. Mais est-ce que c'est vraiment ça le top du top de la protection? Et si en fait, les actions les plus puissantes étaient celles qu'on voit le moins? Eh bien, il se trouve qu'il existe une méthode, une vraie hiérarchie qui classe les actions de prévention de la plus efficace à la moins efficace. Et comprendre cet ordre, c'est vraiment ça la clé pour bâtir un environnement de travail qui soit réellement sûr. Alors, allons-y. Ce modèle, ce guide, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la prévention. Voyez-la comme une feuille de route qui va nous aider à y voir plus clair. On va la décortiquer ensemble, niveau par niveau. Alors voilà la bête, 4 étages bien empilés dans un ordre très précis. Tout en haut, la solution rêvée, supprimer. Juste en dessous, réduire. Puis protéger. Et tout à la base, ce qui soutient le reste, former. Cet ordre, il est crucial, c'est vraiment le cœur du système. On commence donc par le sommet, le Graal de la sécurité, l'objectif ultime de toute démarche de prévention qui se respecte. Le principe est d'une simplicité désarmante en fait. Si le danger n'existe plus, eh bien le risque disparaît. C'est aussi simple que ça. Ici, on ne cherche pas à gérer le risque, non, on l'arrache à la racine. C'est la seule et unique mesure qui est efficace à 100%. Prenons un exemple tout bête. Un sol glissant. On pourrait mettre un panneau ou exiger des chaussures spéciales, mais la vraie solution, la suppression, c'est de changer le revêtement du sol. On installe un sol antidérapant. Et voilà, le problème est résolu, pour de bon, pour tout le monde, sans que personne n'ait à y penser. Et cette logique, elle s'applique à plein de situations. On peut remplacer un produit chimique hyper toxique par une alternative qui ne présente aucun danger. On peut mettre à la casse une vieille machine qui n'est plus aux normes. Ou encore, on peut automatiser une tâche pénible et risquée en la confiant à un robot. À chaque fois, le résultat est le même. Le danger a physiquement disparu l'équation. Le point vraiment important à retenir, c'est celui-là. Avant même de penser à des gants ou à un masque, la toute première question à se poser, le réflexe à avoir, c'est est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, supprimer ce danger? C'est un changement total de perspective. Bon, d'accord. Mais on sait bien qu'on ne peut pas toujours tout supprimer. C'est parfois impossible. Alors que fait-on? On descend d'un cran sur notre pyramide et on cherche à réduire le danger. Là, on change de stratégie. On part du principe que le danger est toujours là, mais on va agir directement dessus pour que la probabilité d'un accident soit la plus faible possible ou que ses conséquences soient moins graves. L'idée, c'est de maîtriser le risque au plus près de sa source. Pour y arriver, on a toute une boîte à outils. On peut jouer sur des aspects techniques, sur l'organisation du travail, sur l'ergonomie des postes. C'est une approche globale pour essayer de contenir le risque au niveau le plus bas possible. L'exemple le plus classique, c'est celui-ci. Une machine avec des pièces en mouvement, des engrenages, c'est dangereux. On ne peut pas enlever la machine, elle est essentielle. Par contre, on peut installer une barrière physique, un carter de protection, qui va tout simplement empêcher tout contact. Le danger est toujours là, derrière le carter, mais le risque d'y mettre la main est quasi nul. On descend encore. On a fait tout ce qu'on pouvait pour supprimer, puis pour réduire. Mais parfois, il reste ce qu'on appelle un risque résiduel. C'est seulement à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on commence à parler de protection. C'est notre dernier rempart. Et attention, même à ce niveau, il y a une hiérarchie. La règle d'or, c'est la protection collective d'abord. Toujours. Pourquoi? Parce qu'elle protège tout le monde en même temps, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. La protection individuelle, elle, c'est vraiment le plan B, le dernier recours. La logique derrière ça est imparable. Qu'est-ce qui est le plus sûr? Installer un garde-corps solide, le long d'un vide, pour que personne ne puisse tomber, ou demander à chaque personne de bien penser à mettre son harnais et de l'attacher correctement? La réponse est évidente. Le garde-corps, il protège tout le monde, qu'on soit attentif ou distrait. Et la protection collective, ça peut prendre plein de formes. Un système de ventilation qui aspire les fumées toxiques directement là où elles sont produites, un gros bouton d'arrêt d'urgence rouge bien visible, des barrières physiques. Ce sont des solutions qui font partie de l'environnement de travail. Et c'est seulement quand on a épuisé toutes ces options collectives qu'on arrive enfin aux équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Le casque, les gants, les lunettes, bien sûr, ils sont indispensables. Mais leur efficacité dépend à 100% de la personne qui les porte. Il faut le bon équipement, le porter correctement et tout le temps. On arrive maintenant tout en bas de notre pyramide. On pourrait se dire que c'est le niveau le moins important. En fait, c'est tout l'inverse. C'est le socle, la fondation sur laquelle tout le reste repose. Sans ça, tout l'édifice s'écroule. Réfléchissons-y 2 secondes. On peut avoir le système de sécurité le plus sophistiqué du monde. Si personne ne sait comment il fonctionne, ou pire, si on le contourne parce qu'on ne comprend pas son utilité, il ne sert strictement à rien.
La formation, ce n'est pas juste une mesure de plus, c'est le carburant qui fait tourner tout le moteur de la prévention. Une bonne formation, ça permet de comprendre les risques, de savoir pourquoi les protections sont là et de bien utiliser les équipements. Ça transforme des règles un peu abstraites en une véritable culture de la sécurité où chacun devient acteur de sa protection et de celle des autres. Voilà donc notre pyramide au complet. Pour résumer, la priorité numéro 1, c'est de supprimer le danger, par exemple en changeant un produit. Si on ne peut pas, on réduit le risque en installant un carter. S'il reste un risque, on protège, d'abord de manière collective avec un garde-corps, et en tout dernier lieu, de manière individuelle avec un casque. Et pour que tout ça tienne debout, on forme avec des briefings réguliers. Au final, l'intérêt de ce modèle, ce n'est pas de cocher des cases. C'est des trains guides, une boussole pour orienter les efforts et les ressources vers les solutions les plus robustes, celles qui protègent le mieux sur le long terme. C'est un outil pour prendre les bonnes décisions, dans le bon ordre. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Pensez à votre propre lieu de travail. Les mesures de sécurité qui sont en place, est-ce qu'elles se concentrent surtout en bas de la pyramide, sur les EPI, les consignes, ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion pour remonter les étages, pour tenter de réduire et même de supprimer les dangers à la source ? La réponse à cette question, elle est souvent très révélatrice.